Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le plaidoyer pour une bibliothèque mondiale du philologue, critique et historien de la littérature William Marx, auteur du Tombeau d'Oedipe, c'était en 2012, de La haine de la littérature en 2015 ou encore du Savoir gai il y a 2 ans, le tout aux éditions de Minuit. Ce jeudi, il prononcera sa leçon inaugurale au Collège de France où il va désormais occuper la chaire de littérature comparée. Construire, déconstruire la bibliothèque, ce sera d'ailleurs le thème de son premier cours prévu, annoncé le 5 février. Bonjour. Bonjour. Vous confirmez ce premier cours? A priori, oui, Oui. apparemment, il aura lieu. Mais d'abord, il va falloir passer le cap de la leçon inaugurale. Ça, c'est dans 48 heures. Vous avez choisi d'axer cette leçon inaugurale sur cette bibliothèque, la bibliothèque mondiale. Pourquoi promouvoir cette idée? Parce que plutôt qu'une bibliothèque de manière concrète, physique, même si la bibliothèque a cette place-là dans nos vies et pas simplement dans nos imaginaires, c'est bien l'idée d'une bibliothèque mondiale que vous voulez avancer. Il me semble que nous vivons dans un monde assez paradoxal où le monde entier est accessible à chacun de nous par Internet, par Google, par Wikipédia, par l'ensemble des bases de données qui sont là, mais en fait où chacun s'enferme dans son propre univers. Et il me semble qu'il faut au contraire faire l'effort d'aller vers l'autre, vers les autres, vers l'étranger, vers le lointain, vers ce qui est différent de nous, à un moment où il y a une sorte d'enfermement de chaque communauté, de chaque individu dans ses propres désirs, ses propres intérêts, ses propres idées. Et je crois que la littérature peut vraiment nous y aider. De cette manière, ce que démontre euh, l'actualité, ou du moins la situation dans laquelle nous sommes actuellement, c'est le fait que chacun vit dans un univers un peu imaginaire et qu'il reconstitue avec son lien avec le reste du monde. La littérature peut, au contraire, nous aider à sortir de ces univers imaginaires. Alors, dans le monde de la littérature, ces univers imaginaires, ils portent un nom. Ce sont les bibliothèques. Mais les bibliothèques, moi, je les entends, et c'est ce que j'essaierai de développer à l'intérieur de mon cours, je les entends plutôt comme des bibliothèques mentales, c'est-à-dire celles, non pas qui enferment des livres, mais celles où nous-mêmes, nous sommes enfermés, parce que ce sont celles qui nous servent de référence pour lire et pour comprendre les œuvres que nous lisons. Quand nous lisons un livre, nous le lisons toujours dans une sorte de... Nous le prenons sur une étagère mentale, en quelque sorte. Et il n'y a aucune compréhension d'un livre qui soit indépendante des livres qui sont à côté de ce livre sur l'étagère. Par exemple, si vous lisez À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, vous pouvez le lire de différentes manières. Vous ne le lisez jamais de manière isolée, mais vous pouvez le lire, par exemple, dans la comparaison avec La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, c'est-à-dire dans la grande tradition du roman psychologique français. Ou bien vous pouvez, donc quelque chose qui est vraiment quelque chose comme un roman psychologique, ou bien vous pouvez le lire au contraire à côté l'Ulysse de James Joyce. C'est-à-dire, vous pouvez, ou de L'homme sans qualité de Musil. Donc vous pouvez le voir aussi comme un moment de cette grande période de déconstruction moderniste du roman au niveau européen. Et chaque fois, c'est une œuvre différente que vous lisez. Donc il est extrêmement intéressant, me semble-t-il, de mettre en évidence ces bibliothèques mentales qui sont à l'intérieur de nous, ces bibliothèques invisibles, et essayer aussi de les faire bouger, de les faire exploser. C'est ce à quoi doit servir la bibliothèque mondiale. C'est-à-dire qu'il y a comme une chaîne du livre. Notre esprit, quand il se saisit d'un livre, qu'il va le lire, recrée tout un corpus autour, même inconsciemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune œuvre ne se lit de manière isolée. Toute lecture est comparée. Et c'est pourquoi j'ai un peu tendance à dire que cette chaire de littérature comparée à laquelle j'ai eu l'honneur d'être élu, est en fait une chaire de littérature. C'est-à-dire qu'en fait, toute littérature est toute œuvre littéraire est toujours vue dans un regard de comparaison. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre en évidence précisément ces œillères
Mmh. qui font que notre lecture de telle ou telle œuvre est toujours orientée. Et parmi ces œillères, il y a beaucoup d'éléments de type idéologique ou culturel qui sont en fait, par exemple, notre propre rapport à la littérature. Voire personnel, intime, identitaire, toute lecture est chargée de nos autres lectures et elle est aussi chargée de ce que nous sommes. Vous savez, Paul Valéry disait que les œuvres d'art, les œuvres littéraires, euh, n'existaient pas par elles-mêmes. Elles existent toujours en acte. L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte, écrivait-il. C'est ce qu'il disait du reste à la chaire de poétique qu'il occupait au Collège de France. Que voulait-il dire par là? C'est-à-dire qu'une œuvre littéraire, ce n'est pas un livre dans une bibliothèque. Une œuvre n'existe que dans l'actualisation que nous en faisons par la lecture, par le regard que nous portons sur elle. Et à ce moment-là, il se crée une image mentale de l'œuvre à l'intérieur de nous. Mais cette image mentale qui se crée à l'intérieur de nous et qui est réellement la réalité de l'œuvre, elle est totalement transformée, déterminée par tout ce que nous avons vécu, qui fait que chacun lit différemment une œuvre, et chacun lit différemment une œuvre non seulement des autres, mais de lui-même. Vous ne lisez pas le même roman de la même manière selon que vous êtes en forme ou que vous êtes triste ou heureux ou à tel âge de la vie selon vos expériences. On ne lit pas un roman d'amour de la même manière quand on est adolescent. Moi, c'était une grande découverte. Enfin, je trouve ça très étonnant. Moi, quand on est adolescent, on lit beaucoup de romans, donc de la grande. Moi, j'ai lu beaucoup de romans de la grande tradition européenne des romans, donc la Princesse de Clèves, Madame Bovary, etc. Mais quand soi-même, c'est très étonnant, quand soi-même on n'a pas connu l'amour en adolescent, moi je n'étais pas amoureux à l'époque, bon, je suis devenu plus tard, mais et qu'on ne connaît pas les affres de l'amour, les affres des sentiments, on ne lit pas évidemment de la même manière les œuvres selon qu'on a subi des malheurs amoureux ou qu'on a connu simplement le bonheur de l'amour. Donc voilà, c'est un exemple tout à fait banal, mais il me semble qu'effectivement il faut, si on est, puisque que le Collège de France est quand même une institution de type scientifique, il faut mettre en évidence les a priori, les préjugés, les conceptions qui guident nos lectures. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Une littérature mondiale, c'est une littérature qui n'est pas étrangère. Je n'ai pas employé le mot d'étranger car je crois qu'il n'existe pas d'étranger en matière de littérature. Virginia Woolf ne nous est pas étrangère. Elle parle une autre langue et c'est tout autre chose. Et les langues, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi je crois que c'est peu de choses. Fénelon, dans une célèbre lettre à l'Académie, disait « On serait bien bête de se disputer pour quelque chose qui n'est que le claquement de la langue sur le palais. » Et je crois qu'il a raison. Les langues sont accessoires. Et ce qui est important, c'est que, vous savez, je crois que les droits de l'homme ont été inventés le jour où, pour la première fois, un livre dit étranger a été traduit dans un certain pays. Eh bien, le premier livre jamais publié en France, à Paris, au XVIe siècle, était un livre écrit par un étranger. C'était un Italien et il était publié dans une langue étrangère. Eh bien, la France, qui est parfois si nationaliste, montrait que par ce geste-là, par la première publication était un étranger, montrait que précisément il n'y avait pas étranger. Il y a des autres, mais qui ne sont pas si différents. Voilà, les auditeurs de France Culture auront reconnu la voix de Charles Dantzig, écrivain, producteur de personnages en personne, le week-end sur France Culture et éditeur. Il a récemment publié un dictionnaire de la littérature mondiale, le sien. Vous faites, parce qu'on s'est procuré quelques extraits, William Marx, de votre leçon inaugurale, la distinction entre la littérature mondiale et la bibliothèque mondiale. La littérature mondiale fait triompher le sujet, dites-vous. La bibliothèque mondiale transforme le lecteur. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le concept de littérature mondiale est apparu il y a 2 siècles environ, en particulier dans les propos tenus par Goethe lui-même, sous le nom de Weltliteratur, comme on dit en allemand, et puis ça s'est répandu à l'époque, et d'autres y pensaient aussi. Et cette émergence du concept de littérature mondiale, Goethe à ce moment-là parle par exemple de romans chinois qu'il lit donc à Weimar au même moment. C'est tout à fait étonnant de penser que Goethe pouvait lire des romans chinois déjà au début du 19e siècle, mais cette capacité à pouvoir lire des œuvres très lointaines est liée aussi à l'émergence du concept de littérature.
Parce que le mot de littérature n'existait pas dans le sens moderne qui est le nôtre avant le 19e siècle. Avant, on parlait d'autre chose, de belles lettres, de poésie. Et parler de littérature, ça veut dire parler d'une sorte de régime particulier des textes par rapport à nous. Une capacité que nous avons, en tant que lecteurs, de nous approprier des textes très lointains. Parce que toute lecture littéraire, en fait, est une lecture où nous avons la capacité de nous projeter à l'intérieur des œuvres, de les faire devenir nous, d'y transporter nos propres interrogations, nos propres questionnements. Regardez la façon, encore aujourd'hui, dont les gens vivent la littérature. Ils achètent un livre dans une librairie dont ils ne connaissent pas l'auteur, et donc c'est quelque chose d'assez impersonnel. Et puis chacun, après, a ses propres impressions, c'est ce que nous disions tout à l'heure, en lisant l'œuvre, et puis parfois peut écrire là-dessus sur des blogs, des réseaux sociaux. Cela n'a pas toujours été ainsi. Il y a eu d'autres moments, d'autres cultures où les textes venaient avec tout un ensemble de codes sociaux, par exemple dans la tragédie grecque, dans le monde du XVIIe siècle, dans les salons français, qui faisaient que la lecture était orientée elle était donnée à l'intérieur d'une société. Ce que je veux dire, c'est que la littérature mondiale, en fait, est une littérature qui s'approprie et qui a tendance, en quelque sorte, à niveler les œuvres, à les niveler, à les mettre au niveau de nos propres attentes. Voilà, cette fameuse world littérature, comme on a la world music, c'est-à-dire cette idée d'une littérature aussi adaptée à tous. Et oui, tout à fait. Et c'est exactement, du reste, ce que mettent en évidence déjà Karl Marx et Friedrich Engels dans le manifeste du Parti communiste. Ils parlent déjà de cette mondialisation de la littérature qui correspond à une marchandisation de la littérature. C'est que la littérature est devenue un objet de commerce parce que toute œuvre se vaut, en quelque sorte. Et toute œuvre peut passer d'un monde à l'autre. Ce n'est pas ce que j'entends moi par bibliothèque mondiale, parce qu'il me semble qu'il y a là un problème dans cette question de la littérature mondiale, c'est-à-dire que nous mettons les œuvres sur le lit de Procuste, si je peux employer cette expression un peu mythologique que j'aime beaucoup, c'est-à-dire de nos attentes idéologiques, morales, qui sont parfois du reste extrêmement légitimes, mais ce faisant, nous interdisons peut-être d'accéder à des œuvres qui pourraient beaucoup plus nous déstabiliser, nous choquer, nous révulser, ou au contraire nous faire découvrir des mondes entièrement différents. Et c'est moi ce que j'entends par bibliothèque mondiale, parce que dans une bibliothèque mondiale, vous n'êtes pas là pour, en quelque sorte, vous approprier les œuvres et en faire votre propre chair. Le rapport aux œuvres et au texte que je veux défendre à l'intérieur du cours que j'essaierai de faire sera un rapport beaucoup plus philologique qui consiste à respecter l'intention première des œuvres, à essayer de comprendre ce que les œuvres ont voulu dire d'abord dans leur contexte, dans leur culture, et c'est peut-être ensuite, dans un second temps, qu'il est possible de faire cette lecture littéraire que je ne veux absolument pas abolir, mais il me semble qu'il est extrêmement important, si on veut vraiment se confronter à l'altérité et découvrir autre chose, de faire cet effort de casser notre subjectivité par rapport aux œuvres et d'essayer de rentrer dans un regard beaucoup plus scientifique sur les œuvres, ce que permet la Bibliothèque mondiale. Mais ça, c'est intéressant aussi, cette idée d'étrangeté évoquée par Charles Dantzig, ou d'altérité, comme vous venez de l'évoquer, William Marx. Est-ce qu'il y a une ou des littératures? Quand on parle de littérature comparée, et vous allez en occuper la chaire, qu'est-ce qu'on compare? Alors, le terme littérature comparée existe depuis le syntagme existe depuis 2 siècles environ, et l'idée, c'est plutôt de comparer la littérature avec elle-même et avec d'autres littératures. La littérature comparée est née comme discipline au moment où s'instituait dans les universités, dans les écoles, l'enseignement de la littérature nationale, c'est-à-dire au début du 19e siècle. Parce qu'auparavant, en fait, on n'enseignait pas la littérature française en France. On enseignait le latin, la littérature latine, et la littérature française était laissée de côté. Mais au moment où on a commencé à enseigner la littérature française à l'école, à l'université, eh bien, on s'est dit qu'il fallait aussi s'intéresser
aux littératures étrangères. Et donc l'idée était, en gros, la littérature comparée est née dans une sorte de paradigme de division des littératures en autant d'entités nationales. C'est-à-dire que l'émergence des nations au début du 19e siècle a donné lieu à l'émergence de la comparaison entre les littératures, dans l'idée qu'il fallait montrer l'identité, l'identité de chaque littérature. Ça, Voilà. c'était au début du 19e siècle. Et vous en parlez au passé. Est-ce qu'il faudrait dire autrement aujourd'hui? Je pense qu'il faut dire les choses autrement parce que ce paradigme national est évidemment déjà un petit peu Dépassé? daté. Nous Mmh. vivons dans une Europe qui est devenue organique. Le monde se mondialise. Nous voyons bien que les cultures ne cessent d'échanger entre elles. Toute culture est faite d'emprunts. Cela me paraît extrêmement important de rappeler cela. Et c'est ce que disait Charles Dantzig tout à l'heure, à savoir que le premier livre publié en France est un livre étranger. Il n'y a pas réellement de culture. Enfin, l'autochtonie est un peu une sorte de mythe. L'idée qu'une culture sortirait d'elle-même. Donc, réellement, il faut sortir de ce paradigme des littératures nationales. Et puis, il faut aussi défendre l'idée de la diversité et de la variété des littératures. Comme je le disais tout à l'heure, la littérature, c'est une manière de parler de littérature pour le monde japonais, pour le monde chinois, pour l'Afrique. C'est cette manière d'imposer notre propre modèle de conception de littérature à d'autres cultures. Il faut être beaucoup plus respectueux, beaucoup plus modeste, et parler de bibliothèque mondiale, c'est aussi parler de la multiplicité des objets littéraires. C'est pourquoi le terme littérature comparée, qui sert de titre à ma chaire, j'ai tenu à ce qu'il soit mis au pluriel. Parce que réellement, c'est cette diversité des objets littéraires qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous entendons aujourd'hui par littérature, qu'il faut affirmer. Ce que j'avais dit, par exemple, lorsque j'avais parlé de la tragédie. La tragédie n'est pas un texte littéraire, c'est quelque chose qui n'est même pas du théâtre, quelque chose qui peut être à la limite beaucoup plus près de la messe. Donc, si nous voulions réellement envisager les textes, et en particulier les textes anciens, dans leur contexte, nous sommes obligés de trouver d'autres comparaisons qui nous permettent de comprendre ce qu'ils voulaient dire. Alors, puisque cette prochaine leçon inaugurale, dans 48 heures, William Marx, qui va marquer votre entrée au Collège de France, est aussi une invitation à se balader entre les rayonnages de votre bibliothèque mentale à vous. Quels sont les livres, la littérature qui vous ont changé? Alors, la littérature qui m'a changé, je dois dire, On peut peut-être déjà citer les 2 poètes qui vous ont quand même marqué et auxquels vous avez consacré une thèse, il est vrai que ma thèse, je Valéry l'avais et faite sur Eliot. 2 poètes critiques, Paul Valéry et T.S. Eliot. Donc, Paul Valéry, qui a été professeur au Collège de France, comme je le disais tout à l'heure, et T.S. Eliot, qui est le plus grand poète anglophone du XXe siècle, et l'un des plus grands de toute l'histoire de la poésie, à mon sens, malheureusement trop peu connu, trop peu lu en France. Et je dis bien en France, parce que dans le reste de l'Europe, en Italie, en Allemagne, T.S. Eliot est un auteur absolument lu, étudié. Or, je crois que lorsqu'on s'intéresse à la question de la modernité, à la question du rapport au monde et à la question des traditions culturelles dont nous sommes faits, je crois qu'il faut lire T.S. Eliot, il faut lire La Terre vaine de Wasteland, il faut lire Les Quatre Quatuors, et pas seulement s'arrêter au théâtre. Ces 2 poètes étaient intéressants parce que ce sont des gens qui ont eu une vision du paradigme littéraire de leur époque tout à fait étonnante. Ils ont été plus conscients qu'aucun autre de ce qu'était la littérature. Et donc, c'était tout à fait intéressant d'étudier la littérature à travers eux. Autrement, moi, la littérature qui m'a changé, c'était quand j'étais adolescent, la littérature latine, la littérature grecque, c'est-à-dire découvrir des mondes qui étaient totalement autres. Moi, ce qui m'a frappé en voyant ces textes, c'est la sensualité, la violence, la sexualité, les sexualités qui s'expriment à l'intérieur de ces textes et qui me permettaient à moi, en particulier qui découvrais, comme j'en ai parlé dans un livre, donc je peux le dire ouvertement ici, la chose est devenue publique, qui découvrait à cette époque-là une sexualité différente, de type homosexuel. Eh bien, c'est vrai que découvrir qu'il existait des cultures qui m'apportaient une autre expérience, un autre usage de la sexualité, cela a été extrêmement émancipateur et extrêmement libérateur
pour moi. Mais c'est Mais cette expérience de l'altérité qui était au cœur de votre livre, Le savoir gay, hein, des autres qui ne sont pas si différents, disait Charles Dantzig tout à l'heure. Comment imaginer aussi qu'une orientation sexuelle différente puisse ne pas avoir de conséquences sur notre psyché, notre rapport à la connaissance, au beau, au vrai, au bien. Quand on est différent dans la société, on pense différemment la société. C'est ce que vous nous disiez à l'occasion de la parution du Savoir gay. C'est-à-dire qu'on voit aussi comment les livres vous ont transformé, mais aussi après comment ce regard transforme les représentations que le lecteur peut avoir de la société, hein, et du monde qu'il a autour de lui. effectivement, on parle toujours de là où l'on est. Et effectivement, mon expérience propre d'un désir différent qui a été alimenté par la littérature me sert également à regarder les autres œuvres. Moi, s'il y a un rapport, disons, entre une orientation sexuelle particulière et mon regard sur la littérature, c'est vraiment ce rapport d'extériorité. C'est-à-dire que réellement, me sentant extérieur par rapport à une société, il me semble que ce regard extérieur peut permettre d'apporter un, une nouvelle interprétation peut permettre de mettre en évidence les impensés de la société. Eh bien, on peut faire la même chose avec la littérature. C'est-à-dire que on peut regarder, et c'est ce que j'essaie de faire, on peut regarder notre propre littérature, notre propres attentes littéraires, notre propre pratique littéraire à partir des littératures étrangères, et à partir de là, essayer de penser les propres impensés de notre culture. Donc la comparaison, en quelque sorte, je suis tombé dedans, comme Obélix dans la marmite de potions magiques. Ça a été quelque chose qui est assez fondateur et structurant pour moi. C'est-à-dire ce rapport à l'autre, à ce qui est en face de moi, qui est différent de moi, et en même temps essayer de me mettre à la place de l'autre, par empathie, pour me regarder ce que je suis moi, ou ce que la société à laquelle j'appartiens est. Euh, Invité jusqu'à 13h30, William Marx, historien de la littérature, critique et philologue. Il va faire son entrée au Collège de France avec une leçon inaugurale qui sera prononcée ce jeudi, au cœur de laquelle il a placé la bibliothèque mondiale. On est ensemble jusqu'à 13h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On comprend, William Marx, que la littérature tient depuis toujours une place très importante dans votre vie, mais quelle place tient-elle, la littérature, aujourd'hui en France? La France est une civilisation de l'écrit. Ça, c'est ce que nous disait Jean-Luc Godard, qui rappelait que la résistance pendant la guerre passait par les mots des poètes, hein, Liberté, Éluard par exemple, et non par l'image. Il déplorait, hein, cette absence d'image, car c'était pas notre culture. Vous, dans votre leçon inaugurale, vous insistez sur le fait que notre connaissance du monde vient principalement des discours, hein, en tout cas des mots de cette langue aussi. Quelle place tient la littérature pour vous? En tout cas, oui, la littérature aujourd'hui en France. La France est un cas un peu particulier dans l'ensemble des pays européens en particulier. Savoir que la littérature y a occupé et continue d'y occuper une place tout à fait centrale. Marc Fumaroli a beaucoup réfléchi à cette question et a essayé à montrer, je crois, de manière assez convaincante que ce qui s'est passé en fait en France, c'est-à-dire qu'il y a eu un passage du magistère ecclésial un passage du pouvoir de l'autorité de l'Église gallicane. Le gallicanisme était très présent en France sous l'Ancien Régime, et un passage de cette autorité à l'autorité de l'écrivain, l'autorité littéraire, qui a fait de la littérature une sorte d'absolu, un absolu littéraire, qui a triomphé en France, qui fait que tout se mesure à l'aune des écrivains. Alors, il ne faut pas dire nécessairement que la littérature, il ne faut pas non plus pour autant idéaliser les œuvres littéraires. Tout à l'heure, vous citiez Godard, disant que la résistance était passée par les mots, et c'est vrai, nous pensons à Aragon, nous pensons à Éluard et leur œuvre. Mais enfin, malheureusement, la collaboration aussi est passée par les mots. Il y a eu Céline, il y a eu les horribles pamphlets de Céline antisémites. Donc, la littérature n'est pas en soi ni bien ni mal. Elle est porteuse d'expériences de pensée, elle est porteuse d'expériences de vie, qui ne sont pas en soi toujours bonnes, hein, pour nous, et qui peut-être parfois peuvent nous repousser, et à juste titre du reste. Mais il me semble intéressant, quand on regarde les œuvres littéraires
de manière scientifique, savante, philologique, il me semble intéressant de les mettre à distance, de mettre à cette distance, même si nous sommes de cette manière informés par les œuvres littéraires, si elles nous ont formés, je crois que le regard que j'essaie de porter est un regard précisément où on essaie de voir l'évolution de la littérature, le rôle qu'elle peut jouer à l'intérieur d'une société comme la nôtre. Alors il est vrai que on a pu remarquer que pendant ces dernières décennies, les œuvres littéraires, la littérature occupent peut-être une moins grande place dans l'univers mental qui est le nôtre, dans les médias, ne serait-ce que parce qu'il y a concurrence d'autres arts, du cinéma, de la télévision, maintenant d'Internet et de quantité de choses. Mais ça se joue aussi dans la façon dont ceux qui nous représentent, à la tête de l'État, ont eu parfois des rapports très différents à la littérature. Il y a eu des présidents de la République qui étaient des passionnés de lettres, et d'autres, comme François Hollande apparemment, qui était plutôt très indifférent à la chose littéraire, et d'autres qui se sont attaqués à des œuvres littéraires comme Nicolas Sarkozy. Avec la princesse de Clèves. Avec la princesse de Mais qui posait Clèves. aussi Donc, la question de l'enseignement aujourd'hui et de la place de l'enseignement de la littérature aujourd'hui. Hein. or, il me semble extrêmement important de faire connaître aux élèves des textes qui leur découvrent d'autres manières de penser. Et je pense beaucoup à des textes anciens, des textes étrangers. Il me semble que, par exemple, dans le collège, au lycée, on fait trop lire de la littérature de jeunesse, de la littérature écrite pour les enfants. Et il fut un temps où on faisait lire assez tôt à des enfants des pièces de Molière, de Corneille. Et je pense qu'il faut essayer encore de maintenir un rapport à l'altérité, de ces textes qui nous proposent des mondes différents, mais qui peuvent aussi nous dire des choses. Et c'est pas grave si on bute un peu sur un livre, sur un texte. C'était l'expérience qu'a vécue visiblement l'ancien président, Nicolas Sarkozy, avec la princesse de Clèves. Je ne sais plus quel était le terme qu'il employait, mais il a fallu qu'il s'y reprenne, disait-il, à plusieurs reprises. C'est pas grave. Il a été de ce point de vue-là très sincère, je trouve, Nicolas Sarkozy. On peut lui rendre cet hommage. Mais il me semble au contraire que les textes sont là pour nous résister toujours. On peut lire à un enfant très tôt, dès l'âge de 3-4 ans, des fables de La Fontaine. Je m'en souviens, c'est une expérience personnelle auquel on ne comprend que très peu, mais il y a une sorte de rythme de la langue, de charme qui s'exerce, qui fait que des choses entrent. On peut lire l'Iliade, on peut lire l'Odyssée à des enfants, même s'ils ne comprennent pas tout. Et je crois qu'il y a là une expérience qui leur permet ensuite d'ouvrir ces enfants à l'ensemble des expériences du monde. William Marx, depuis la rentrée de janvier et la sortie du livre de Valérie Springora, Le consentement, dans lequel elle raconte sa relation avec l'auteur de Les moins de 16 ans, l'emprise qu'il a exercée sur elle. Elle avait 14 ans, lui 50. On a déjà pas mal épilogué sur cette dite affaire Matzneff, du nom de l'écrivain Gabriel Matzneff, ses pratiques pédophiles racontées dans ses livres ou sur les plateaux de télévision. Elles étaient évoquées comme celui d'apostrophe. Mais est-ce que c'est pas l'impunité et surtout le silence du milieu éditorial qui est en question aussi aujourd'hui? Est-ce que la littérature ou l'écrivain reste inattaquable en France? Moi, j'ai trouvé ce qui se passe avec l'affaire Matzneff et ce livre très, très beau de Vanessa Springora. Oui, j'ai dit Valérie, pardon. Le Merci consentement. de rectifier. J'ai trouvé réellement que j'étais absolument fasciné par cette affaire, que je suis attentivement. Parce qu'à mon sens, on peut faire beaucoup d'interprétations. Je trouve que tout ce qui a été dit dans les médias était très intéressant sur le sujet. Mais il me semble que ce à quoi on assiste ici, entre autres, il y a beaucoup d'autres éléments de critères déterminants dans cette affaire, de paramètres, c'est un changement de paradigme littéraire. Et ce qui est tout à fait étonnant dans cette histoire, c'est que ce dont on parle était sur la place publique, évidemment, depuis 40 ans, depuis 40, 30 ans, etc. Et que ce que faisait Matzneff, il en parlait dans ses propres livres, il le disait sur les plateaux de télévision. Mais pourquoi ne l'écoutait-on pas? En fait, on l'écoutait, mais on ne le prenait pas au sérieux, ou du moins de cette manière. Comme c'était dit dans des textes, dans des journaux, comme par un écrivain, il y avait une sorte de privilège d'extraterritorialité qui était à l'époque
accordée à la littérature. On était dans une époque extrêmement formaliste, c'est-à-dire que tout ce qui était écrit dans un livre, et dans un livre de littérature, était considéré d'une certaine manière comme de la pure forme. Quelque chose qui était une sorte d'expérience d'écriture, qui n'avait pas de rapport avec le réel. On était dans cette époque extrêmement formaliste des années 70 et 80. Et ce à quoi on assiste maintenant, c'est précisément un changement de paradigme de la littérature. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce privilège d'extraterritorialité par rapport au réel qui était celui d'un côté de la littérature et de l'autre de l'écrivain, puisque apparemment Maznev a profité de ce privilège pour assouvir ses propres pulsions. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre, Gabriel Maznev, c'est ce que dit l'écrivaine et éditrice Vanessa Springora autour de son livre. Le consentement, on l'écoute. Il a fallu beaucoup de distance et si j'ai réussi à le faire, c'est très curieux, très mystérieux, ce qui soulève un peu les inhibitions, ce qui fait sauter les verrous. On tourne autour d'une histoire, on n'y arrive pas pendant des années, puis un jour ça vient. Ça vient pour des raisons qui sont aussi un peu inconscientes, mais la véritable raison, je pense que c'est aussi le fait d'être devenue moi-même mère et d'avoir autour de moi des adolescents et de comprendre enfin ce qui avait été très difficile pour moi jusque-là, ce que c'était réellement que cet âge très particulier de grande vulnérabilité, de transition entre l'enfance et l'âge adulte, et qui est un moment où on est une proie évidemment idéale pour ce type de structure psychique auquel on a affaire avec cet homme, mais comme il y en a malheureusement de nombreux. La particularité, chez lui, c'est d'être écrivain et donc de redoubler son entreprise de prédation par une exploitation littéraire de cette séduction et cette dépossession des jeunes filles et des jeunes garçons d'ailleurs. C'est ça, voilà, qui le caractérise, qui fait sa singularité, on va dire, c'est en plus d'être écrivain et d'utiliser la littérature pour pouvoir continuer à assouvir ces pulsions qui sont malheureusement pathologiques. Voilà, ce dévoilement, ces révélations, cette exposition aussi par livre interposé, avec aujourd'hui ce témoignage de Vanessa Springora. Est-ce que c'est pour vous, William Marx, une défaite ou un triomphe de la littérature ? Ni l'un ni l'autre. Comme je disais, c'est le champ de bataille en tout cas aujourd'hui. C'est un changement de paradigme, ouais. Et les polémiques sont extrêmement révélatrices de ces modifications, de ces bouleversements qui ont lieu à l'intérieur de notre espace de pensée, notre espace mental, notre espace culturel. Moi, je trouve ça très intéressant, ce qui se passe, parce que la littérature, justement, est en train de parler et ça a commencé il y a 15-20 ans, au moment où je parlais précisément de l'adieu à la littérature, c'est-à-dire de l'adieu à ce qui était une certaine forme de littérature, c'est cela que cela signifiait. Mais c'est le moment où Emmanuel Carrère a commencé à parler des autres, où maintenant Alexandre Geffen a fait ce livre sur réparer le monde, justement. La littérature veut avoir une fonction. Les écrivains sont vus comme étant ceux qui vont réparer le monde. Oui, mais dans la haine de la littérature, littérature, vous disiez aussi que la littérature a toujours été prise pour cible parce que c'est un discours qui ne possède pas de justification par lui-même. Là, on voit qu'il y a quand même aussi une littérature qui est peut-être prétexte à tout dire, à tout protéger, comme ça s'est passé avec Gabriel Maznev. On a quand même un sentiment d'impunité qui entoure l'écrivain ou qui entourait le livre, en tout cas à l'époque. Moi, je pense que l'écrivain doit être responsable de ce qu'il écrit, de ce qu'il fait. En même temps, cela ne doit pas empêcher de lire les livres et tous les livres, même les livres qui nous embêtent. Il faut continuer à publier, s'il a des lecteurs, j'entends, le journal de Maznev, mais surtout beaucoup d'autres textes. Il faut continuer à lire l'Immoraliste de Gide, il faut continuer à lire le Satyricon, quantité de textes qui effectivement présentent des choses qui ne correspondent pas à nos critères moraux, mais qui malgré tout continueront à nous faire penser. Peut-être Maznev est un mineur parmi tout cela, je l'entends. Mais ce que je veux dire, je suis contre toute censure. C'est-à-dire qu'il faut qu'une responsabilité forcément de l'écrivain en tant que personne, mais les textes eux-mêmes doivent rester accessibles. Ça me semble extrêmement important de garder cet accès à l'étrangeté et à ce qui peut nous choquer, nous bouleverser. Merci beaucoup à vous, William Marx, d'avoir été autour de cette grande table en prévision de votre leçon inaugurale et de votre entrée au Collège de France. Ce sera donc ce jeudi pour la leçon qui sera publiée par la suite, très probablement, autour de la question de la Bibliothèque mondiale. Merci à vous et à toute l'équipe de la grande table, à Jean-Christophe Brianchon et Oriane Delacroix, Henri Leblanc avec Laura Dutèche-Pérez. Merci aussi à Sophie Marty et à François Bréhus pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Marie-Claire Ouma Badi, à la vidéo Jordan Fuentes et Swad Boukorsa.